Bonjour à tous. Eh bien, c'est le premier webinaire de la série de 3 webinaires de RANIM 2022. Vous allez voir que ce webinaire sera principalement consacré aux réformes du premier, deuxième et troisième cycle des études de médecine, réformes qui sont relativement récentes. Et je laisse directement la parole aux différents intervenants de ce webinaire. Bonjour et bienvenue à tous dans ce séminaire sur les effets de la réforme sur des études médicales sur l'enseignement de la radiologie. Donc la radiologie est une spécialité transversale qui intervient pratiquement dans toutes les pathologies, ou presque. Et le radiologue est l'un des correspondants au sein d'une équipe pluridisciplinaire qui permet d'organiser des soins coordonnés, tournés vers le patient, qu'il s'agisse d'examens de dépistage, de diagnostic, de surveillance, de traitement, par exemple en radiologie interventionnelle. Et quelle que soit la spécialité future de l'étudiant ou de l'étudiante, il ou elle sera amené à demander des examens d'imagerie. Et pour les demander, il faut disposer des outils pour comprendre ce qu'on peut en attendre, proposer l'examen adapté à la question posée et savoir aussi expliquer aux patients comment l'examen va se dérouler. Alors, je suis le professeur Éléonore Blondiot, je suis PUPH de radiologie pédiatrique à l'hôpital Trousseau, à Sorbonne Université à Paris. Et avec le professeur Catherine Citeval, qui est PUPH de radiologie à la faculté Nîmes-Montpellier, nous allons aborder avec vous des questions que pose la réforme aux enseignants et aux étudiants qui s'intéressent à la radiologie. Et nous avons pour cela le plaisir d'accueillir 4 des fondateurs de la réforme des études médicales. Le professeur Isabelle Lafont, qui est doyen de la faculté Nîmes-Montpellier, le professeur Marc Braun, doyen à la faculté de Nancy, et missionné pour la mise en place de la réforme du deuxième cycle. Le professeur Luc Mouton, président du Collège des enseignants de médecine interne, président de la CNCEM, et missionné pour le suivi de la réforme du troisième cycle. Et enfin, le professeur Benoît Weber, doyen de la faculté de médecine de Rouen, vice-président de la Conférence nationale des doyens et missionné pour le suivi de la réforme du second cycle des études médicales, ainsi que pour la réforme du troisième cycle des études médicales. Au cours des environ 45 minutes que durera notre échange, notre objectif est de partager avec eux leur vue sur ce que la réforme des études médicales change ou a changé à l'enseignement de la radiologie. Et on va commencer tout de suite avec une question pour le professeur Benoît Weber de la faculté de Rouen. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les grands objectifs de la réforme qui est en cours et qui touche les 3 cycles des études médicales? Merci de me passer la parole. En effet, nous avons eu trois réformes en 5 ans, avec un premier objectif qui est la refonte des études médicales dans une vision globale cohérente, et un deuxième qui était d'avoir un impact rapide de ces réformes sans attendre le déroulé de tous les cycles des études. Ces 3 réformes, puis appelée R3C, puis celle du premier cycle qui est en fait une réforme de l'admission dans les études médicales, et enfin celle du deuxième cycle qui est en train de se mettre en place, sont des réformes extrêmement structurantes, extrêmement importantes pour les enseignants et les étudiants. La réforme d'accès des études médicales, dite R1C, a 2 objectifs. Le premier, c'est d'éviter l'effet, entre guillemets, cul-de-sac de la PACES, éviter qu'un étudiant, après 2 ans, puisse se retrouver sans rien. Ainsi, actuellement, les étudiants s'inscrivent en licence et s'ils ne réussissent pas le concours passerelle d'accès aux études en santé, vont pouvoir poursuivre leur chemin à l'université dans un parcours licence, master, doctorat. Le deuxième objectif de cette réforme d'accès aux études médicales est de diversifier les profils des étudiants en médecine avec un objectif avoué qui est de mieux irriguer les territoires de nos régions. L'objectif numéro 1, qui est éviter l'effet cul-de-sac, est atteint. L'objectif numéro 2, qui est de diversifier les profils des étudiants en médecine, ne peut pas encore être évalué, mais devra être suivi de façon très rapprochée dans les années qui viennent. Une difficulté est associée à cette réforme, c'est une promotion finalement assez hétérogène en deuxième année, puisqu'on va avoir des étudiants qui vont provenir de différentes licences et des étudiants qui auront éventuellement fait une passe avec plus d'heures d'enseignement en santé que les étudiants ayant fait un parcours en LAS. Là aussi, c'est un sujet qui devra être suivi
s'assurer que les étudiants qui ont fait une LAS ont un taux de succès équivalent dans les années suivantes à ceux qui ont fait la passe. Pour la réforme du deuxième cycle, deux objectifs, des connaissances de base sécurisées, des connaissances socles pour tout médecin, sécurisées avec un accès aux spécialités entièrement revu par un concours qu'on peut qualifier d'internat malgré tout, hein, même s'il a changé de nom, qui va prendre en compte ces connaissances de base, mais aussi des connaissances plus approfondies, permettant à l'étudiant d'orienter son succès au concours en fonction de ses goûts. Et puis, un autre objectif majeur de la réforme du deuxième cycle est de former les étudiants à la compétence exigible en deuxième cycle, autrement dit, compétence exigible pour un interne en début d'internat. C'est une grande nouveauté qui sera évaluée par un examen ECOS national. Et là aussi, c'est un challenge tout à fait passionnant à mettre en place. Enfin, la réforme du troisième cycle a deux piliers, on va dire, la graduation pédagogique vers l'autonomie. L'internat est maintenant structuré en 3 phases, la phase socle, la phase d'approfondissement et la phase de consolidation, qui est vraiment la phase d'apprentissage à l'autonomie. Et l'objectif affiché de cette R3C, c'est la professionnalisation dès la fin de l'internat. Un interne doit pouvoir exercer son métier dès qu'il a soutenu son DES, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc, 3 réformes très structurantes pour nos études médicales. Merci beaucoup, professeur Weber, pour cette introduction. Et maintenant, je voudrais me tourner vers le professeur Braun pour lui demander plus spécifiquement, en ce qui concerne le premier cycle des études médicales, comment il voit l'enseignement de la radioanatomie combiné à l'enseignement de l'anatomie, puisque certains, certes, des étudiants deviendront chirurgiens, mais tous les étudiants seront confrontés un jour ou l'autre à voir des examens de radiologie que leur présenteront leurs patients. Et comment voyez-vous l'intégration de ces deux spécialités? Oui, merci de me donner la parole à ce propos. En effet, maintenant l'évolution de l'enseignement de l'anatomie a été graduellement appliquée à l'évolution des techniques et la radioanatomie dès lors ne peut plus être séparée d'un enseignement d'anatomie classique. Il est en marche à peu près partout en France. Et ceci est particulièrement le cas lorsque, au cours du premier cycle, et je pense essentiellement à la deuxième et troisième année, la radioanatomie devient une maîtrise assez logique des connaissances en termes d'identification simple de structure, faisant le lien avec l'apprentissage plus classique des coupes. Autrement dit, lorsqu'on abordera la topographie ou l'anatomie topographique. Et de ce fait, la maîtrise de connaissances élémentaires et la faculté qu'un étudiant a à pouvoir se repérer dans une image et dans les 3 plans de l'espace, eh bien, fait que la radioanatomie est l'application assez naturelle et la suite assez logique de l'anatomie, plus enseignée, en tout cas évaluée de manière plus formelle. Et donc, cet apprentissage conjoint devrait être, s'il n'est pas déjà le cas, très systématique au cours des heures d'enseignement et surtout dans l'évaluation finale de l'anatomie. Les nouvelles modalités d'évaluation que nous avons maintenant à notre disposition le permettent de façon extrêmement efficace. Ceci veut dire que la radioanatomie est une maîtrise, en tout cas qui me paraît essentielle à tout étudiant qui rentre dans le deuxième cycle et a fortiori dans le troisième. Elle permet la compréhension des images qui sont décrites dans le compte-rendu d'imagerie. Et surtout, moi, j'y vois une maîtrise élémentaire, indispensable, lorsqu'il s'agira d'expliquer la situation clinique à un patient ou à sa famille. Et être capable d'identifier les éléments principaux observables sur une image
qui est finalement un des principes d'identification de la radioanatomie. À mon avis, c'est une maîtrise absolument clé de compréhension ensuite de la sémiologie élémentaire qui sera décrite dans le compte-rendu et qui sera ensuite enseignée au cours du premier cycle et appliquée et mise en œuvre dans un contexte clinique particulier au cours du second cycle. Et donc, il me semble que la base du processus de formation dans une médecine qui est devenue pleine d'images, eh bien, je pense que c'est la base de la compréhension de la maladie par le médecin prescripteur. Et il ne me semble pas que ce soit réduit à ceux qui orienteront une carrière dans le troisième cycle vers la chirurgie ou vers l'imagerie. Et donc, pour moi, la maîtrise d'une radioanatomie élémentaire, après, il faut mettre le curseur, bien sûr, mais la maîtrise de cette radioanatomie simple, et à mon avis, est à la base du bagage que nous devons vérifier pour permettre aux étudiants d'entrer dans le second, puis dans le troisième cycle. Merci beaucoup, professeur Braun. Et si on continue un peu en avant dans les études médicales, je voudrais interroger le professeur Mouton sur la place de l'enseignement de la radiologie dans le deuxième cycle. Alors, le professeur Weber l'a rappelé, moins de connaissances, plus de compétences. Où doit, à votre avis, s'arrêter l'enseignement de la sémiologie-radiologie et quelle place surtout donner à l'enseignement de la pertinence de la demande d'examen et voir de la façon dont ces examens sont réalisés, puisque le médecin doit être une interface et avertir le patient de l'examen vers lequel il doit se rendre. Merci beaucoup pour votre invitation à participer à ce webinaire. La question posée par Catherine Citeval est très importante. Vous savez que la réforme du second cycle est axée sur une revalorisation de la sémiologie qui est classiquement enseignée en premier cycle, avec l'idée finalement qu'il faut remettre de la clinique et du vécu et des compétences dans le contenu de l'enseignement de second cycle. Alors, ce qui est très important de savoir, c'est qu'il y a avant tout un programme de connaissances, et ce programme de connaissances a été décliné très précisément. Pour chacun des 367 items, il y a des attendus d'apprentissage. Et par exemple, si on regarde quels ont été les items qui ont été jugés pertinents lorsqu'on a retravaillé avec les cabinets et les différentes parties des représentants des doyens et des collèges, eh bien, c'est 55 items qui contiennent des intitulés de connaissances, on va dire, qui sont spécifiquement radiologiques, soit par l'indication d'un examen radiologique, soit par le type d'imagerie nécessaire, soit éventuellement par ce que vous évoquez, qui est eh bien, les éléments sémiologiques de l'imagerie. Mais si on prend l'ensemble de ces items, finalement, assez peu souvent, on trouve dans l'intitulé de connaissances savoir décrire la sémiologie de l'imagerie. Par exemple, c'est le cas dans l'arthrose, où vous avez plusieurs intitulés de connaissances qui demandent de connaître les éléments sémiologiques de l'arthrose sur des imageries ostéo-articulaires. Et pour autant, par exemple, sur fibrose pulmonaire, il est demandé de connaître, voilà, il y a des documents multimédia, mais il n'y a pas de demande de description de la sémiologie radiologique. Donc, je crois que c'est très important à la fois eh bien de respecter tout cet espace et qui est très important pour la place notamment des documents multimédia, de la place et du type d'examen complémentaire à prescrire, mais de ne pas quand même dépasser l'objectif en ne demandant pas de choses trop complexes au plan de la sémiologie radiologique lorsque ce n'est pas stipulé dans l'intitulé de connaissances correspondant. Alors, comme l'a dit Marc Braun et comme l'a dit Benoît Weber, les compétences sont un des éléments clés de l'enseignement de second cycle. Et là, pour répondre à la deuxième partie de la question, la pertinence de la demande des examens, eh bien, on voit bien que dans la liste des situations de départ qui sont des situations de départ très, très pratiques finalement, qui sont au nombre de 356, il y en a 7 ou 8 qui concernent vraiment très spécifiquement l'imagerie.
Et en particulier, ce sont des éléments qui permettent de clairement structurer le raisonnement du futur radiologue, mais pas seulement. C'est la découverte d'une anomalie abdominale à l'examen d'imagerie médicale, et on peut décliner comme ça sur la région cervico-faciale, le cerveau, les anomalies cardio-thoraciques, mais il y a aussi finalement juste la situation de départ, demande d'un examen d'imagerie ou demande d'explication d'un patient sur le déroulement, les risques et les bénéfices attendus d'une imagerie, ou identifier, reconnaître les éléments d'examen d'imagerie, type fenêtre, séquence, incidence, injection. Et on voit bien qu'on demande à l'étudiant d'avoir une vraie compréhension de ce qu'est la prescription, la réalisation et puis l'interprétation d'un examen radiologique, mais là encore, sans forcément être capable de décrire tous les éléments pour chaque élément de la sémiologie radiologique. Donc, ce qui est de plus important, c'est de savoir que chacune de ces situations de départ est déclinée en attendu d'apprentissage et que l'étudiant, en allant sur la plateforme LISA, dans les différents recueils, pourra avoir très précisément les éléments qui sont attendus et qui pourront éventuellement être recueillis dans la réalisation des ECOS, dans l'évaluation des compétences qui sera réalisée en fin de sixième année. Merci beaucoup. Je voulais juste, avant de laisser la parole à Mme Lafont, préciser que le CERF, le Collège des enseignants de radiologie, a bien pris à bras-le-corps ces situations de départ et les ITEP, et que nous sommes en train de faire coller à cette hiérarchisation des enregistrements de petits PowerPoint pour que les étudiants, avec le libellé exact de cette hiérarchisation, puissent avoir la réponse du Collège des enseignants de radio, avec éventuellement à la fois de l'iconographie qui lui est demandé d'apprendre, mais également de façon bien spécifiée de l'iconographie qui lui est donnée simplement pour qu'il comprenne. Voilà, et je ne suis pas rentré dans le détail de ce qui est du rang A et du rang B, parce que voilà, ce n'était pas nécessaire ici, mais il faut juste rappeler qu'il y a vraiment des connaissances que chaque étudiant doit acquérir, et puis d'autres qui seront plus spécifiquement à acquérir en fonction de l'orientation future de l'étudiant, avec un coefficient magnifiant des résultats obtenus aux épreuves de connaissances. Merci beaucoup. Vous disiez qu'il faut remettre du vécu un peu dans l'apprentissage de la médecine, dans les études de médecine. Et la question suivante s'adresse à Madame Lafont. Vous êtes professeur de médecine physique et de réadaptation, et nous aurions aimé avoir votre point de vue sur comment est-ce qu'on fait en pratique pour remettre du vécu sur l'enseignement de la radiologie au cours de l'externat. Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'il y ait un passage minimum des étudiants dans des stages de radiologie au cours de cet externat? Et dans quelle mesure faut-il enseigner la réalisation des examens, les indications et la prise en charge en radiologie interventionnelle notamment? Alors, merci beaucoup de votre question. Merci aussi de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur ce webinaire. La réponse à votre question, je crois qu'elle découle un peu de ce que viennent de dire mes trois collègues. Je pense que oui, il faut que les étudiants en médecine passent en stage de radiologie à un moment de leur cursus. Et ceci pour plusieurs raisons qui ont déjà été évoquées. La première, c'est que, ça a été dit par Marc Braun tout à l'heure, c'est que l'enseignement de radiologie peut être assimilé à un enseignement fondamental, au même titre que la physiologie, que l'anatomie telle qu'elle est enseignée de façon plus traditionnelle. Et donc, ce contact avec la radiologie en stage me paraît nécessaire. La deuxième raison, c'est que je pense que dans les enseignements de base des étudiants en médecine, l'apprentissage de ce qu'est l'environnement spécifique de la radiologie est indispensable, parce que quelle que soit la spécialité qu'ils vont choisir après, ils seront amenés à prescrire des examens complémentaires, et donc c'est un milieu qu'ils doivent connaître et qu'ils ne connaissent pas spontanément. La troisième raison, c'est que le passage dans un stage de radiologie, je pense, peut leur permettre d'apprendre ce que c'est que la rédaction d'un examen complémentaire, au-delà de l'indication, ses spécificités, ce qu'on doit faire figurer sur une ordonnance ou sur un bon, comme on dit, de prescription de radiologie. La quatrième raison, c'est que je pense que la connaissance minimale d'un certain nombre de typologies d'appareils, de savoir avec quels outils vous travaillez, vous les radiologues, de connaître les grandes lignes des indications des principaux examens complémentaires de radiologie, je pense que c'est un prérequis également aux études médicales. Et puis, au-delà de tout ce que je viens d'énumérer, qui sont plutôt des connaissances de base, à mon sens, et qui relèvent peut-être plutôt du premier cycle, il y a tout le sujet de jusqu'où doivent aller les étudiants dans la connaissance et dans la capacité à analyser des examens complémentaires
qui n'est pas de leur ressort, bien évidemment, mais d'être capable au moins de lire un compte-rendu d'un radiologue avec pertinence. Et ça dépend effectivement de l'orientation spécifique que vont avoir les étudiants. Donc, c'est probablement pas dans les enseignements de base, je ne sais même pas si c'est du deuxième cycle. Et puis enfin, et par contre là, je pense que c'est également très important, je pense que votre spécialité, elle est vectrice d'un certain nombre de compétences qui sont majeures. Alors, Luc Mouton en a dit 2 mots à l'instant. Je rajouterai à ce qu'il a exprimé les compétences autour de la coopération interprofessionnelle ou interdisciplinaire, puisque vous êtes typiquement une profession qui est au contact de beaucoup d'autres spécialités médicales. Et donc, cet apprentissage de comment je parle avec les médecins des autres spécialités, il est fondamental, il est générique. Et il fait partie des justifications de passage en stage de nos étudiants. Et puis enfin, il y a les capacités de communication également qui sont très bien déclinées par votre spécialité à travers les capacités de communication, donc de savoir-être en fait avec les patients, avec les professions paramédicales. Je pense qu'on va en discuter tout à l'heure. Vous êtes l'exemple même d'une spécialité qui travaille de façon extrêmement proche avec des professions paramédicales et la communication avec les confrères et les collègues. Voilà, donc je pense que tous nos étudiants devraient passer en stage de radiologie, effectivement. Merci beaucoup, madame. Est-ce que vous savez sous quelle forme on pourrait imaginer ces stages? Alors, est-ce que vous avez une idée? J'ai pas la vision globale du système. Moi, j'ai la vision Montpellier-Aunimoise où nos étudiants passent en premier cycle en radiologie, où justement c'est le premier contact avec les services de radiologie. C'est pas, je crois, alors de mémoire, c'est un stage qui est très court. C'est seulement 1 à 2 semaines, je crois, mais où ils apprennent le minimum de ce qui se passe en radiologie et qui sert un peu de compétences de base en premier cycle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Je me retourne à nouveau vers le professeur Braun, qui a été missionné donc, pour avoir une vision transversale du 2e cycle et également de l'examen qui va permettre de rentrer dans le 3e cycle. Alors, comme on le sait, la radiologie est déjà extrêmement présente dans les épreuves écrites de l'ECN, qui va venir bientôt l'EDN. Et que pensez-vous de la place que devrait avoir la radiologie dans les ECOS, donc cette évaluation clinique objective structurée que vont avoir tous les étudiants au cours de leur cursus? Et que pensez-vous donc de la façon dont on pourrait intégrer dans les différentes stations d'ECOS la radiologie? Oui, merci. C'est un point important de ce que l'on peut considérer comme la maîtrise ou la démonstration par l'étudiant d'une habileté à finalement intégrer l'imagerie, mais aussi d'autres éléments paracliniques dans le processus général du raisonnement et de la résolution du problème qui lui est posé. Les ECOS vont être un élément important parce que c'est une défense orale finalement de leur propre démonstration de performance, mais je crois que les nouveaux outils d'évaluation qui seront mis en place sur les tablettes en seront le pendant, probablement un petit peu plus rigoureux, mais en tout cas pas moins intéressant pour explorer un certain nombre de compétences, ou en tout cas de permettre à l'étudiant de démontrer son habileté. Et je crois que la compréhension fondamentale et la synthèse des éléments cliniques qui sont ensuite expliqués par l'imagerie, et ensuite la transmission au patient et à sa famille de ces informations élémentaires sont au cœur d'un certain nombre de grands domaines d'apprentissage tels que Luc Mouton les a présentés tout à l'heure. Et en réalité, quand on s'attache à regarder le détail du programme et de la philosophie du 2e cycle, on voit par exemple que des domaines d'apprentissage que l'on retrouve dans beaucoup de situations de départ, comme iconographie ou annonce ou information aux patients, ou bien synthèse de résultats d'examen paraclinique, sont les stations d'ECOS qui, de toute façon, feront partie de l'examen national, quoi qu'il arrive. Et que, par conséquent, la place de l'imagerie dans le déroulement du raisonnement clinique eh bien, est majeure, puisque dans un domaine attendu d'apprentissage qui s'appelle stratégie pertinente de la prise en charge, l'indication, la maîtrise de « je souhaite
poursuivre le bilan, répondre aux questions que me pose ce malade. Eh bien, aborder ce qu'apportera l'imagerie et d'autres examens complémentaires, savoir ce que l'on peut en attendre, et ensuite composer avec le résultat qui parvient aux praticiens, est typiquement un processus que nous souhaitons enseigner à nos étudiants de façon à intégrer l'ensemble des informations au raisonnement, ou plutôt à la résolution de ce problème. Et donc, pardon, l'imagerie et les principaux résultats qui sont apportés par un compte-rendu. Isabelle Lafont parlait très justement de la lecture et de la maîtrise d'un compte-rendu d'imagerie, eh bien, serviront de base finalement à la démonstration que l'étudiant devra faire devant le patient simulé au cours d'une session d'Écosse. Et donc, on voit là qu'il y a 4 grands champs vraiment importants dans lesquels des étudiants devront démontrer leur habileté à faire précisément cette interface entre la maîtrise de la compréhension de la situation, l'analyse et ce qu'apporte l'ensemble des éléments cliniques, mais aussi les éléments cliniques, paracliniques, eh bien, mettre l'imagerie à une place tout à fait particulière et essentielle dans le processus de raisonnement que va devoir démontrer l'étudiant au cours de sa station d'Écosse. Et puis, Isabelle Lafont l'a aussi dit très justement, je crois que c'est aussi l'occasion de mettre au devant de la scène le principe de ce que c'est qu'une indication d'imagerie et de respecter les recommandations, ce qui est un enjeu en soi, et donc la maîtrise simple de ce qu'apporte chaque technique d'imagerie, au-delà de l'interprétation élémentaire, mais savoir ce que l'on peut attendre de l'une ou l'autre des techniques d'imagerie comme d'autres résultats paracliniques est à mon avis essentiel, en particulier dans l'éducation, en tout cas la construction d'une méthode de raisonnement que nous cherchons à améliorer par cette réforme. Et puis, c'est aussi l'occasion pour l'étudiant de démontrer finalement sa capacité à intégrer dans un tout, c'est-à-dire dans une explication à un patient ou à sa famille, comment l'étudiant a compris le problème et comment il a pu le résoudre, plus ou moins complètement, et comment il a finalement tiré bénéfice des résultats de l'imagerie et de son examen clinique, de son anamnèse ou des autres examens paracliniques. Et donc, cette capacité de synthèse en un tout, en une proposition diagnostique et ensuite de prise en charge, et à mon avis, est absolument essentielle dans ce que l'on cherche à permettre à l'étudiant de démontrer sa compétence à faire ainsi. Donc, je crois qu'il y aura de multiples occasions de démontrer son habileté à travers des grands domaines d'apprentissage qui seront systématiquement évalués aux Écosses nationales et donc entraînés au sein des facs au cours des années du second cycle. Merci beaucoup, professeur Braun. D'ailleurs, le CERF est en ordre de marche. Il a créé un groupe de radiologues, un par CHU, qui s'entraînent à créer ces Écosses, puisqu'on sait la difficulté quand même au départ de créer ces Écosses, et on essaie de les créer dans chacune des stations possibles, que ce soit l'indication, la réalisation de l'examen, la prise en charge, la communication avec le patient, et en effet, comme l'a dit Madame Lafont tout à l'heure, également la collaboration avec les autres spécialités, puisqu'on a une espèce de plaque tournante de cœur entre les différentes spécialités. Je voudrais juste préciser que l'Écosse est un moyen d'évaluation, certes formatif, mais que la première étape qui consiste à apprendre à nos étudiants à construire un raisonnement est impérieuse pour pouvoir ensuite l'évaluer sous la forme d'une station d'Écosse. Même si on fait un débriefing après une station d'Écosse, il est formatif, c'est une affaire entendue, mais l'Écosse est un processus d'évaluation. Et que le temps précédent, c'est-à-dire l'apprentissage au raisonnement, la collecte des informations, quelle pondération on peut en faire
et comment je construis pas à pas, finalement, en les justifiant, les différentes étapes de mon raisonnement et l'étape qui doit précéder la partie évaluative que constituent les écosses. Et c'est quelque chose qui est assez souvent oublié. Merci beaucoup. Maintenant, si on veut avancer un peu dans le cursus des études médicales et avoir une réflexion sur le troisième cycle, j'aurais aimé interroger le professeur Mouton sur sur la radiologie interventionnelle. Vous savez que les radiologues ont estimé qu'une année supplémentaire était nécessaire après les 5 années de formation de leur spécialité pour avoir une formation spécifique en radio interventionnelle, et elle doit être obligatoire pour pouvoir pratiquer. Et j'aurais aimé demander au professeur Mouton son avis sur les solutions qu'il voyait pour permettre de répondre aux demandes des cliniciens, et en particulier pour couvrir la prise en charge, par exemple pour les AVC avec la thrombectomie, sur l'ensemble du territoire. Merci beaucoup. Alors, très clairement, cette question est certes reliée à la réforme du troisième cycle des études médicales, mais a trait finalement à une activité très différente qui est celle de l'ONDPS, hein. L'Office national de démographie des professions de santé, qui est actuellement présidé par le professeur Emmanuel Touzé, qui est doyen de Caen, a une démarche qui est une double démarche d'évaluer d'une part les capacités de formation et d'autre part les besoins sur le territoire dans les différentes subdivisions. Pour donner les éléments, c'est que ce sont des arrêtés qui paraissent chaque année. Actuellement, sur l'arrêté précédent, puisque l'arrêté apparaître dans moins d'un mois sur les postes au sortir de l'ECN sera peut-être différent, mais sur le précédent, c'était 256 postes pour le DES de radiologie et imagerie médicale. Et sur l'arrêté qui est paru il y a un mois et qui donne les effectifs sur les options et FST, on est à 102 postes pour l'option d'imagerie interventionnelle. Alors, peut-être que c'est vécu par vous comme insuffisant, mais c'est quand même 40% des spécialistes d'imagerie. Ça veut dire qu'il n'y a plus que 60% qui font le reste de l'imagerie, et l'activité d'imagerie est importante. Et là, je dis juste qu'il y aura peut-être une réflexion à avoir, puisque vous sous-entendez par votre propos que vous pensez qu'il faudrait qu'il y ait encore plus de spécialistes en imagerie formés à l'interventionnel, et qui fera le reste? Parce que, à mon avis, le besoin ne va pas diminuer sur le territoire. Donc, on rentre dans un registre qui n'est pas du tout le mien, et je ne veux pas faire de polémique, mais c'est une vraie question. La deuxième réponse, c'est qu'en fait, la radio interventionnelle est un des aspects, mais comme vous savez, il y a beaucoup de spécialités qui, en fait, ont trait à avoir une tendance à avoir une pratique qui augmente pour ce qui est de l'activité endovasculaire, et c'est un domaine qui est à la frontière entre certaines spécialités chirurgicales, certaines spécialités médicales, et puis il y a depuis cette année une nouvelle option, qui est l'option de traitement interventionnel de l'ischémie cérébrale aiguë. Alors, c'est des tout petits effectifs, hein, c'est une option du DES de neurologie, et c'est des effectifs de 14 au plan national, donc c'est très faible. Mais je pense qu'il faut, voilà, si vous avez la conviction absolue qu'il faut augmenter le nombre de radiologues interventionnels, il faut avoir une vraie réflexion au plan national sur qui fera l'imagerie par ailleurs. Et n'oubliez pas que lorsque vous demandez une augmentation du nombre de vos DES, c'est aux dépens des autres spécialités. Donc, quelle spécialité est moins importante et pourra être diminuée? Là, on sort complètement du domaine de la R3C, mais on est en lien, bien sûr, puisque chaque spécialité défend des effectifs importants. Moi, je ne suis pas du tout à dire que le DES d'imagerie n'est pas un DES très important et que cet aspect d'imagerie interventionnelle est très important, mais il est à la frontière d'autres spécialités également. Si vous discutez avec certaines spécialités chirurgicales qui vous expliquent qu'elles font beaucoup d'endovasculaire, ils ne comprennent pas qu'on leur réduise chaque année leurs effectifs. Donc, c'est vraiment un problème qui est complexe et qui dépasse, je dirais, ma seule compétence. Mais j'espère que les éléments de réponse que je vous ai apportés permettront de réfléchir un peu aux solutions à trouver à l'avenir à ces difficultés ressenties d'effectifs. Merci beaucoup.
Et donc, on continue toujours sur le deuxième cycle et sur le troisième cycle, pardon, et sur la réalisation éventuelle d'un deuxième DES. La question est pour Monsieur Weber. Un arrêté paru récemment, donc en avril 2022, indique que les médecins en exercice peuvent postuler au troisième cycle des études de médecine pour suivre une formation conduisant à la délivrance d'un DES, une spécialité différente de celle dans laquelle ils sont qualifiés. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur les modalités de ces changements, de ces nouvelles passerelles en troisième cycle? On note effectivement qu'on a déjà un certain nombre de demandes en radiologie. En effet, le dernier chapeau, je dirais, de la réforme du troisième cycle, c'est ce décret qui vient donner la possibilité d'un deuxième DES, d'une deuxième option ou d'une deuxième FST pour un médecin déjà en exercice. Pour postuler sur un deuxième DES, il faudra être en exercice et avoir 3 ans d'expérience dans sa spécialité. Pour une option ou une FST, 1 an d'expérience suffiront pour pouvoir postuler pour cette nouvelle option ou cette nouvelle FST. En fait, l'idée de cela était d'abord de dire qu'un médecin pouvait malheureusement être soumis à des accidents de la vie. Et si je prends l'exemple d'un chirurgien qui aurait un accident qui mettrait en jeu ses mains, pourrait ainsi postuler pour une spécialité médicale qui nécessite moins d'habileté manuelle que celle de sa discipline d'origine. Évidemment, ça revient au fond aussi à proposer un droit au remords tardif ou un droit à compléter sa formation. Je vais prendre un autre exemple, celui d'un médecin intensiviste réanimateur qui, au bout de 3 ans d'exercice de la réanimation médicale, souhaiterait compléter sa formation et faire le DES d'anesthésie-réanimation. Il pourrait ainsi apprendre à endormir les patients après avoir appris à les réanimer. Et la commission régionale de la discipline, si elle accepte cette demande, eh bien, demandera à ce médecin d'avoir un complément de formation prenant en compte les manques par rapport à la discipline d'origine. Autrement dit, on considérera que ce médecin intensiviste réanimateur a besoin de se former essentiellement en anesthésie et devra avoir une formation pour acquérir le DES d'anesthésie-réanimation au minimum égale à la moitié du DES d'origine. Mais un parcours aménagé pourra lui être proposé. Les médecins qui souhaiteraient ainsi se réorienter devront déposer à la commission régionale de la spécialité leur demande. Ça sera à déposer avant le 30 avril de chaque année dans les UFR dont ils relèvent, avec un parcours professionnel lisible, un CV, des compétences, une motivation. La commission régionale instruira ces demandes. Son avis sera d'ailleurs décisionnel et elle établira une liste principale et une liste complémentaire des candidats retenus et le doyen, le directeur de l'UFR, publiera 3 mois avant la rentrée universitaire une liste des candidats qui pourront postuler. Les candidats auront jusqu'à fin août pour se décider et s'inscrire potentiellement dans cette spécialité. Évidemment, il y aura un arrêté annuel ouvrant le nombre de postes par spécialité accessible au deuxième DES. On ne peut pas imaginer que tout le monde devienne cardiologue, par exemple, ou même que tout le monde devienne radiologue. Il faut de la place pour tout le monde. Il faut surtout gérer les besoins de la population et cette réorientation de spécialité tiendra compte des besoins région par région. Ainsi, l'arrêté annuel d'ouverture de poste sera publié après le travail de l'ONDPS et reste à connaître le statut de ces médecins. On est en attente d'un arrêté qui nous donnera probablement une meilleure vision de leur rémunération, de leur statut, puisqu'on ne peut pas imaginer qu'un médecin qui a plus de 3 ans d'exercice dans sa discipline reprenne tout simplement un statut d'interne. L'orientation peut-être est celle de l'équivalent d'un contrat d'engagement de service public. Ils auraient ainsi un revenu garanti en contrepartie d'un certain nombre d'années d'exercice dans la région qui les aura formés.
Donc une vraie nouveauté de cette réforme du troisième cycle qui se poursuit, qui se complète de cette possibilité de modifier sa spécialité par une FST, une option, et éventuellement même de refaire une nouvelle spécialité. Merci beaucoup, Monsieur Weber. Maintenant, on va faire un petit pas de côté et sortir des études de médecine. Et je voudrais demander à Madame Lafont, vous êtes très impliquée dans la formation des professionnels de santé paramédicaux. Quelle formation à venir voyez-vous pour ces professionnels qui seraient susceptibles de former de nouveaux collaborateurs pour le radiologue, et ceci dans 3 buts, celui de gérer le nombre de données d'imagerie qui sont de plus en plus importantes, celui de gérer aussi les données qui sont générées par l'intelligence artificielle, et enfin et surtout pour participer à la prise en charge coordonnée du patient. Et donc, dans ces 3 challenges que doivent relever le radiologue, et j'aurais aimé votre avis sur la formation de ces nouveaux métiers de la santé. Alors, merci beaucoup pour cette question. Il y a plusieurs sujets, en fait. Il y a le sujet des professions paramédicales et de leur évolution, sur lesquels je vais revenir. Et puis, il y a le sujet de ce qu'on appelle les nouveaux métiers de la santé, qui sont ces professions non santé à l'origine, qui vont s'acculturer aux enjeux de la santé et amener des nouveaux métiers avec lesquels on va vivre dans les années qui viennent. Sur le sujet des professions paramédicales dont font partie les manipulateurs d'électroradiologie médicale, il y a plusieurs choses qui existent déjà avec cette volonté bien légitime de ces professions paramédicales de se former, de monter en compétences. Alors, il y a tout un tas de diplômes universitaires qui sont accessibles à ces professionnels, par exemple les diplômes universitaires d'apprentissage de base de la recherche clinique, qui sont tout à fait accessibles et qui sont d'ailleurs fréquentés par les manipulateurs d'électroradiologie médicale. Sur un positionnement un peu différent sur la question que vous posez, qui est celle de collaborateurs avec lesquels on va travailler dans le cadre des parcours des patients, il y a le sujet de la délégation de tâches. La délégation de tâches, c'est des logiques ARS qui consistent à ce que dans une région donnée, sur une équipe ou plusieurs équipes données, on décide qu'on va confier à des professions paramédicales certaines tâches initialement dévolues au métier de médecin. Cette notion de délégation de tâches, elle existe dans toutes les professions paramédicales et on a des protocoles de coopération avec des professions paramédicales qui existent dans toutes les spécialités et dans différentes régions de France. Puis au-delà de ça, il y a actuellement une évolution vers ce qu'on appelle les pratiques avancées. Ça, c'est encore un autre sujet. Les pratiques avancées, c'est ce qui a été mis en place en 2018 pour les infirmiers et infirmières, qui consiste à former des professions paramédicales en 2 ans à l'université en leur donnant une forme d'autonomie largement supérieure à celle qui est donnée par une délégation de tâches, qui reste une simple délégation de tâches très procédurale. Alors, le sujet des pratiques avancées a été décliné par le ministère sur les professions paramédicales infirmières, mais n'est pas encore, à ma connaissance, d'actualité pour les manipulateurs d'électroradiologie médicale. Pour autant, je crois que c'est un débat qui est ouvert et qui pourrait permettre de créer une profession intermédiaire, leur donnant des prérogatives qui sont plutôt de l'ordre de prérogatives traditionnellement attribuées aux médecins. Tout ça, bien sûr, dans le cadre d'une coopération très proche avec les médecins et surtout contractualisée. Et puis enfin, toujours pour les professions paramédicales, il y a le sujet de comment on va amener ces professions à grandir, à s'impliquer éventuellement sur des cursus universitaires, notamment à travers des masters de type scientifique qui vont permettre alors, aux manipulateurs radio comme à d'autres professions paramédicales de s'engager dans des cursus de recherche avec un master de recherche, derrière éventuellement une inscription en doctorat, avec l'ambition à terme de les faire grandir à nos côtés avec nous et de faire émerger un jour un corps d'enseignants-chercheurs dans le champ des professions paramédicales. Alors, c'est déjà en cours, hein, le train est déjà en marche sur les professions de la rééducation, sur les professions paramédicales soignantes, et pourquoi pas un jour au niveau des manipulateurs d'électroradiologie médicale. Donc ça, c'est la première partie de la réponse sur les paramédicaux. Après, la deuxième partie de la réponse, elle concerne en fait les autres métiers de la santé, parce qu'on voit bien que dans le champ, par exemple, de l'intelligence artificielle, on peut upgrader un médecin ou un paramédical sur des notions d'intelligence artificielle. On peut aussi, et c'est peut-être plus raisonnable, acculturer un ingénieur ou quelqu'un qui est issu vraiment de filières beaucoup plus dures, beaucoup plus scientifiques que les professions paramédicales, et l'amener à se rapprocher des métiers de la santé pour comprendre nos enjeux et pour collaborer avec nous, pour faire évoluer, en l'occurrence, nos techniques. Et ça, c'est toute la magie des formations universitaires et des liens qu'on peut avoir
entre une composante santé et d'autres composantes des universités pour mettre un lien, faire des passerelles, des liens entre les professions et former des ingénieurs à des enjeux santé à travers, par exemple, une offre de master. Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question. Mais vous y avez parfaitement répondu de façon très claire et je vous en remercie. Je voudrais d'ailleurs, on arrive au bout de cette overview des études de santé et je voudrais vous remercier tous pour vos réponses éclairées. Je crois qu'on peut y voir l'importance de la collaboration et de la communication entre le patient, le clinicien et le radiologue pour le bénéfice du patient et de ce fait, l'intégration de l'enseignement de la radiologie par les radiologues au sein et intégré avec l'enseignement de la clinique par les cliniciens. Alors, je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a un lien à construire avec tous les professionnels de santé actuels et les futurs dans un cadre d'exercice coordonné qui est centré, qui sera centré sur et avec le patient. Donc, on espère que ce webinaire éclairera les auditeurs sur la place de l'enseignement de la radiologie dans les études médicales. Et si vous avez des questions, nous vous invitons à vous connecter sur le site de l'UNES, donc l'Université numérique des études en sciences et santé, qui structure et harmonise en relation avec la CENCEM l'enseignement du 2e et du 3e cycle et offre de nombreux supports pédagogiques organisés. Merci encore une fois à tous et excellente journée. En conclusion de tout ce qui vient d'être dit, du point de vue des patients, moi, ce que je dirais, ce qui est intéressant, c'est que dans cette réforme des différents enseignements des études de médecine, il y a également le côté psychologique et le rôle du médecin, parce que le radiologue est souvent la porte d'entrée pour les patients, et en particulier dans des traitements lourds et parfois un peu angoissants. Et donc, le côté psychologique et la manière de s'exprimer est extrêmement important. Et dans ce qui vient d'être dit, vous avez sûrement remarqué que l'apprentissage de la rédaction ou de l'expression d'un examen complémentaire, le lien pertinent avec, à propos du compte-rendu et la coopération interprofessionnelle et surtout, et c'est ce qui me retenu le plus, le savoir-être avec les patients, au moins autant que le savoir-faire. C'est relativement nouveau en France où on avait l'habitude de traiter des maladies plutôt que de s'occuper des malades. Et donc, outre les connaissances des techniques qui sont mises en œuvre, ce côté à la fois psychologique et humain est extrêmement important. Effectivement, j'ai noté vraiment la même chose, ce côté place centrale de la radiologie dans l'apprentissage des futurs médecins à savoir-être, à savoir s'exprimer, à savoir dialoguer entre confrères avec leurs patients pour prendre en soin le mieux possible les différents patients. C'est tout un côté très très rassurant et très encourageant de cette nouvelle réforme. J'ai eu juste un petit point d'inquiétude, moi, mais sans doute ça fera l'occasion de discussions futures quand Monsieur Mouton nous a exprimé son inquiétude quant au nombre de postes de radiologues à former, puisqu'il nous a exprimé qu'on était à nombre constant et que l'augmentation du nombre d'une spécialité se faisait au détriment d'une autre, ce qui est un petit peu angoissant quand on voit les besoins actuellement de la population en France en nombre de médecins. Et ça nous fera du coup l'occasion d'un webinaire encore supplémentaire pour discuter de ces besoins. Voilà, en tout cas, j'ai trouvé effectivement, tout comme vous, Monsieur Cellier, ce webinaire passionnant.